Qu'est-ce que l'on combat alors? Ce qui est en face? J'ai rappelé les fondamentaux, mais ce qui est important, Coston le disait dans sa préface des financiers qui mènent le monde, qui est un livre que je recommande, qui malheureusement s'arrête à la mort de cet homme hors du commun que j'ai eu l'honneur de connaître, comme Bardèche d'ailleurs. J'ouvre une petite parenthèse, mais elle est importante. C'est que ces hommes qui sont des références du nationalisme français dans la vie quotidienne étaient des hommes d'une simplicité que tu ne peux imaginer, qui t'ouvraient la porte de leur appartement, qui pouvaient passer des heures avec toi pour transmettre la bonne parole. C'était vraiment des hommes d'une grande modestie, d'une grande qualité humaine. Donc j'en reviens à cette réflexion importante d'Henri Coston dans la préface des financiers qui mènent le monde, qui est l'histoire de toutes les grandes dynasties financières qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Il y avait cette remarque: il y a deux façons de gouverner, pas trois, pas quatre, quels que soient les pays, quel que soit le temps, il y a deux façons de gouverner. Soit on s'allie aux financiers et on tient le peuple comme ça en esclavage, soit on s'appuie et on trouve sa légitimité dans le peuple pour limiter la puissance des financiers. Parce que cette puissance d'argent a toujours été une puissance politique très très importante. Donc aujourd'hui, le système électoral, démocratique, a dérivé vers une plutocratie et une oligarchie. Et ça, c'est la conséquence logique, inéluctable des démocraties électoralistes. Je te renvoie, si tu ne l'as pas lu, à un livre aussi que l'on conseille à la lecture, qui est Le procès de la démocratie de Jean Haupt, qui fait en effet un procès définitif de ce système, qui est condamnable sous ces deux aspects. Le premier, c'est l'aspect philosophique. Toute institution humaine pérenne ne peut pas avoir comme mode de fonctionnement la loi du nombre. Je te prendrai pour cela des exemples simples. Le premier, c'est la famille. Ce n'est pas parce que dans une famille, il y a 4 enfants et que les enfants sont plus nombreux que les parents que c'est aux enfants de prendre les décisions en rapport avec la vie familiale. De même, à l'école, ce n'est pas à une classe de 20, 30, 40 élèves de choisir qui doit faire la classe. Et le professeur est là parce qu'il a une légitimité pour cela. Il a été formé pour enseigner, il a une culture, il a une expérience qui lui permet de transmettre un savoir aux élèves. De même à l'armée, ça a été fait au début de la Révolution sous les soviets, mais ce n'est pas à la troupe de décider électoralement qui doit les mener au combat. Celui qui prend la tête des armées, celui qui prend la tête de la troupe, il a une légitimité pour ça qu'il fonde sur sa connaissance de l'art militaire, son courage, cette expérience aussi. De la même façon, si on extrapole, et j'aime beaucoup les démonstrations par l'absurde, quand on a un système, il faut aller au bout du raisonnement pour voir si réellement ça tient la route. Et tu prends un avion au décollage, est-ce que c'est aux passagers de voter, de choisir qui doit prendre le manche à balai? Ça n'a pas de sens. Alors pourquoi, pour toutes ces collectivités humaines, la loi du nombre paraît absurde, est une absurdité, et pourquoi? Pour la chose la plus importante collectivement, c'est-à-dire celui qui doit prendre en charge les rênes de l'État, celui qui doit diriger les affaires du gouvernement, pourquoi devrait-il être choisi selon la loi du nombre? Donc on le voit bien, tu le vois bien, que du point de vue philosophique, c'est condamnable la loi du nombre. Et du point de vue politique, du point de vue pratique, on le voit tous les jours. Le système électoral fait que celui qui est élu, c'est toujours celui qui a le plus d'argent, celui qui a le plus de moyens financiers. Et qu'est-ce
qui a l'argent? Ce sont les banques, ce sont les groupes financiers qui prêtent l'argent, qui donnent l'argent, qui offrent l'argent aux politiques. Pas parce que Le programme plaît. le programme voilà, serait attractif ou parce qu'ils veulent participer à la vie politique du pays, parce qu'ils auraient un sentiment patriotique. Non, ils choisissent, ils financent le politique qui se fait élire parce qu'il doit mener la politique de l'argent, la politique de la finance. Donc le système en place ne sert pas les intérêts du peuple, ne sert pas les intérêts français, il sert les intérêts d'une petite minorité de financiers apatrides, toujours plus en plus avides, toujours soucieux de s'enrichir, et au détriment du peuple, au détriment des Français que nous sommes, qui, et on le voit bien aujourd'hui, nous sommes en crise économique, entrés dans une situation économique et sociale difficile, s'appauvrit de jour en jour. Le mondialisme que nous combattons, et ce combat n'est pas nouveau. Barès disait déjà, c'est le combat des nationalistes contre les cosmopolites. Aujourd'hui, les cosmopolites, on les appelle les mondialistes. Mais c'est les cosmopolites, les mondialistes d'aujourd'hui sont les cosmopolites d'hier, même si les nationalistes d'hier sont les nationalistes d'aujourd'hui. Mais le mondialisme, c'est quoi? Le moteur du mondialisme, c'est le judaïsme politique tel que le définit si bien Hervé Ryssen. C'est le judaïsme politique qui veut détruire les identités, qui veut détruire les frontières, qui veut détruire les nations, selon la formule vraie de Rothschild. Le verrou qui doit sauter, c'est la nation, pour instaurer une domination mondiale. Et ce n'est pas nouveau, ce n'est pas nouveau. Et c'est l'alliance de cet intérêt d'argent, cet intérêt financier, avec ce que j'appelle moi la subversion, ce que certains dans nos milieux appellent la révolution. Je pense à tort, en se basant sur 1789. C'est plus les révolutionnaires qui appellent cela la révolution, c'est la subversion. La subversion qui veut dissoudre toute société pérenne, toute société traditionnelle, toute société naturelle. Donc on a l'alliance entre la finance et la subversion qui s'exerce à travers les loges maçonniques, les groupes de pression, les partis politiques, etc.